Elle m'a traité de papier peint, disant que je me fondais dans le décor tandis que son partenaire créatif la faisait se sentir vivante. J'ai entendu chaque mot, debout à 3 mètres de là. Ce soir-là, je ne me suis pas battu, je n'ai pas crié. J'ai simplement commencé à planifier. À l'aube, je m'étais complètement effacé de sa vie. Sans avertissement, sans adieu. Je m'appelle Caleb Mitchell. J'ai 41 ans et je suis concepteur de projets d'ingénierie depuis 17 ans. J'ai bâti ma carrière sur la précision, sur le principe de mesurer 2 fois pour couper une seule. Sur la compréhension que chaque poutre, chaque angle, chaque calcul compte. Ce que je n'avais pas calculé, c'est comment un mariage pouvait s'effondrer tout en paraissant parfaitement solide de l'extérieur. C'était un mardi soir d'octobre quand tout a basculé. Je suis rentré plus tôt du chantier. Un retard de livraison avait repoussé notre inspection d'un jour. La maison était silencieuse, à l'exception du murmure de la voix d'Amber qui venait du bureau qu'elle avait transformé en studio photo aux cavernes de création de contenu. Je n'essayais pas d'écouter aux portes. J'étais juste dans le couloir, ma veste à moitié enlevée, quand je l'ai entendu rire. Pas le petit rire poli qu'elle me réservait désormais. Le vrai, celui que je n'avais pas entendu depuis peut-être 2 ans. Lance, arrête, dit-elle, sa voix chaude et enjouée. Tu es impossible. Je me suis figé. Lance Drummond, le directeur artistique de cette agence de publicité du centre-ville, le type pour qui elle faisait de la photographie en freelance depuis 8 mois. Le type qu'elle mentionnait peut-être un peu trop souvent lors des dîners où elle daignait parler. Je suis sérieuse, pourtant, continua Amber, et je pouvais l'entendre faire les 100 pas, le vieux plancher craquant sous ses pieds. Caleb, c'est juste. C'est comme un meuble, tu vois? Il est là, solide, fiable, mais on ne remarque plus vraiment les meubles au bout d'un moment. Ils se fondent dans le décor. Ma main se serra sur mes clés de voiture. Mais toi, poursuivit-elle, sa voix baissant d'un ton, devenant intime. Tu me donnes l'impression de ne pas être juste une femme au foyer qui joue à la photographe, mais d'être vraiment quelqu'un. J'aurais dû entrer à ce moment-là. J'aurais dû la confronter, exiger des réponses, la forcer à me regarder dans les yeux pendant qu'elle expliquait pourquoi l'homme qui avait payé son matériel photo, son éclairage de studio et ses voyages à des ateliers de photographie était maintenant un meuble. Au lieu de ça, j'ai reculé doucement et je suis sorti par la porte d'entrée. Je suis resté assis dans ma voiture dans l'allée pendant 20 minutes, à fixer le volant, les clés toujours à la main. Quand je suis finalement rentré, Amber était dans la cuisine, le téléphone posé, un sourire désinvolte aux lèvres. « Salut, chérie », dit-elle, levant à peine les yeux de son ordinateur portable où elle retouchait des photos. « Je ne t'ai pas entendu entrer. »« C'était comment, le travail ?»« Bien, dis-je. »« Comme d'habitude. » Elle hocha la tête, déjà de retour à l'ajustement des niveaux d'exposition d'une photo d'une fresque murale du centre-ville. « C'est bien. Je commande taille pour le dîner. Ça te va ? » Bien sûr. Un meuble ne se plaint pas. Un meuble ne fait pas de vagues. Un meuble reste là, solide et fiable, exactement là où on l'a laissé. Cette nuit-là, je suis resté éveillé à côté d'elle, écoutant sa respiration, sentant la distance entre nous, même si nos épaules se touchaient presque. Et j'ai commencé à planifier. Le lendemain matin, je me suis réveillé à 5h30, comme toujours. Amber dormait encore, le visage enfoui dans son oreiller, un bras jeté sur l'espace où j'avais été allongé. Je l'ai observé un instant, essayant de me souvenir du moment où j'avais cessé d'être son mari pour devenir son meuble. Je me suis habillé en silence, j'ai sauté le petit déjeuner et je suis parti tôt au bureau. Mais je ne pensais pas au travail. Je pensais à Lance. À la façon dont la voix d'Amber avait changé quand elle avait prononcé son nom. À depuis combien de temps cela durait, juste sous mon nez. À mon bureau, j'ai ouvert un navigateur en mode privé et j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait auparavant. Je me suis connecté à notre compte bancaire joint depuis mon ordinateur personnel, contournant le gestionnaire de mots de passe partagés que nous avions toujours utilisé. J'ai commencé à faire défiler les transactions des 6 derniers mois. Là. 14 septembre, Caruso Steakhouse, $247. Amber m'avait dit qu'elle était à un événement de réseautage pour photographes ce soir-là. J'avais travaillé tard sur le projet Henderson, je n'étais pas rentré avant près de minuit. J'ai continué à faire défiler. 23 août, The Riverside Inn, frais de chambre pour une nuit, $312.
Elle avait dit qu'elle faisait une séance photo de coucher de soleil à 2 heures au nord, que le retour serait trop dangereux dans le noir et qu'elle dormirait dans un motel bon marché. Le Riverside il n'était pas bon marché. Ma mâchoire se crispa. J'ai ensuite ouvert son relevé de carte de crédit, celui qu'elle pensait que je ne vérifiais jamais parce que je lui faisais confiance pour gérer ses dépenses professionnelles. 17 juillet, Victoria's Secret, 193 $. Elle n'avait rien porté de neuf au lit depuis des mois. Du moins, pas pour moi. 9 juin, livraison de vin, sélection premium, 85 $. Nous avions une demi-caisse qui prenait la poussière dans notre cuisine. Avec qui partageait-elle du vin? Je me suis adossé à ma chaise, fixant l'écran. Les preuves n'étaient pas seulement là. Elles étaient partout. J'avais juste été trop à l'aise, trop confiant, trop semblable au meuble fiable qu'elle décrivait pour vraiment regarder. Mon téléphone a vibré. Un SMS d'Amber. Je cours à une réunion client en ville. Je ne rentrerai pas avant tard. Je t'aime. Je t'aime. 2 mots qu'elle tapait par habitude, pas par sentiment. Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai ouvert un nouveau document et j'ai commencé à faire une liste, compte bancaire, titre de propriété, police d'assurance, fonds de retraite. Chaque bien que nous avions construit ensemble en 15 ans de mariage. Tout ce qui portait mon nom. Puis j'ai appelé mon avocat. Enfin, pas mon avocat, l'avocat de mon père, Robert Carvey, un homme qui avait géré la succession de mon père à son décès il y a 3 ans. Un homme en qui j'avais confiance, un homme qui comprenait la discrétion. Caleb, dit Robert quand il décrocha, sa voix chaude et surprise. Ça fait un bail. Tout va bien? J'ai besoin de vous parler de certains documents juridiques, dis-je, gardant ma voix basse même si j'étais seul dans mon bureau. Planification successorale, transfert d'actifs, ce genre de choses. Il y eut une pause. Robert pratiquait le droit de la famille depuis 30 ans. Il savait exactement ce que, ce genre de choses, signifiait. Quand pouvez-vous passer, demanda-t-il. Aujourd'hui, à l'heure du déjeuner. Nous nous sommes retrouvés dans un dîner à 3 rue de son bureau. J'avais apporté des impressions de tout. Relevé bancaire, reçu de carte de crédit, titre de propriété. Robert les étala sur la table, son expression neutre, mais ses yeux perçants. Depuis combien de temps ça dure, demanda-t-il doucement. Je ne sais pas, admis-je. Des mois, peut-être plus. Et vous voulez vous protéger. Je veux disparaître, dis-je. Les mots sortirent plus durs que je ne l'avais prévu. Légalement, financièrement, complètement. Robert me regarda par-dessus ses lunettes de lecture. Ce n'est pas facile à faire, Caleb. Surtout quand on est marié. J'en suis conscient, dis-je. Mais je suis aussi conscient que si je la confronte maintenant, ça se transforme en guerre. Avocat, garde, bataille pour les biens, des années de combat. Je ne veux pas de ça. Que voulez-vous? Je me penchai en avant. Je veux tout lui donner. La maison, les voitures, les comptes, tout. Et ensuite, je veux partir si proprement qu'elle ne saura même pas que je suis parti avant qu'il ne soit trop tard pour m'arrêter. Robert resta silencieux un long moment. Puis il hocha lentement la tête. Ça, dit-il, je peux le faire. Robert travailla vite, plus vite que je ne l'aurais cru. En 4 jours, il avait tout préparé. Acte de renonciation, autorisation de transfert de compte, changement de bénéficiaire sur l'assurance vie, même les titres de propriété des voitures signés au seul nom d'Amber. Vous comprenez ce que vous faites ici, dit Robert lors de notre deuxième réunion, faisant glisser les documents sur son bureau. Vous lui donnez tout. La maison seule vaut 400 000 $. Votre compte de retraite, 120 000 $ de plus. Elle repart avec plus d'1 demi-million de dollars d'actifs, et vous partez avec rien d'autre que votre camion et l'argent que vous pouvez emporter. Je comprends, dis-je. Et vous en êtes sûr? J'ai pensé à la façon dont Amber m'avait regardé ce matin-là, au-dessus de son café. Pas avec mépris, pas avec colère, juste avec rien. Comme si j'étais une chaise qu'elle avait cessé de remarquer il y a des années. J'en suis sûr. Il me tendit un stylo. Alors, signez. J'ai signé chaque document, je les ai datés, je les ai fait authentifier sur le champ dans son bureau. Robert les a placés dans une enveloppe craft et me l'a remise.
Ceux-ci seront déposés le lendemain de votre départ, dit-il. Pas avant. Si elle avant de ça trop tôt, elle pourrait bloquer les transferts. Vous devez être parti avant qu'elle ne sache ce qui se passe. Je le saurai. Ce soir-là, je suis rentré dans une maison vide. Amber avait laissé un mot sur le comptoir de la cuisine. Dîner avec des clients. Ne m'attends pas, des clients, bien sûr. Je suis monté dans notre chambre, j'ai sorti un sac de sport de l'étagère supérieure du placard et j'ai commencé à faire mes bagages. Pas grand-chose. Des vêtements pour une semaine, des articles de toilette, la montre de mon grand-père, l'album photo du service militaire de mon père, la seule chose dans cette maison qui comptait vraiment pour moi. J'ai tout laissé d'autre. Les photos de mariage sur la commode, le matériel de camping que nous n'avions pas utilisé depuis 5 ans, la cafetière que je lui avais achetée pour son anniversaire parce qu'elle disait que l'ancienne était trop lente. Qu'elle garde tout. Qu'elle se noie dans la maison que nous avions construite ensemble pendant que je recommençais à zéro quelque part où elle ne penserait jamais à chercher. À 4 heures du matin, j'ai fait un dernier tour de la maison. J'ai vérifié chaque tiroir, chaque placard, m'assurant de ne rien laisser derrière moi qui pourrait remonter jusqu'à ma destination. Puis je me suis arrêté dans la cuisine, j'ai fixé le congélateur un long moment, je l'ai ouvert, j'ai sorti le sac de petits pois surgelés que nous avions là depuis des mois, celui qu'Amber avait utilisé quand elle s'était tordu la cheville au printemps dernier. J'ai enlevé mon alliance, je l'ai laissé tomber dans le sac, je l'ai enfoui profondément sous les légumes, puis j'ai remis le sac dans le congélateur et j'ai refermé la porte. Elle la trouverait un jour, ou pas. De toute façon, ça n'avait plus d'importance. Je suis sorti vers ma voiture à 5h48 du matin. Le ciel commençait à peine à s'éclaircir, se gris pâle avant l'aube. Pas d'avertissement, pas d'adieu. Au lever du soleil, je m'étais effacé de sa vie. J'avais tout laissé derrière moi, démarré le moteur, quitté l'allée. Je n'ai pas regardé en arrière, pas une seule fois. Quand Amber se réveillerait 3 heures plus tard, la maison serait silencieuse. Mon côté du lit froid, ma voiture partie. Et elle n'aurait aucune idée que l'homme qu'elle appelait un meuble venait de sortir de sa vie pour toujours. Amber se réveilla sous les rayons du soleil qui traversaient la fenêtre de la chambre et passa la main sur le lit par habitude. Sa main rencontra des draps frais. Un espace vide. Elle cligna des yeux, vaseuse. Caleb se levait généralement tôt, mais il laissait toujours la cafetière en marche. La maison était silencieuse. Pas de bourdonnement de la cuisine. Pas de bruit de douche. Rien. Elle s'assit, vérifia son téléphone. 8h30 tard pour elle, mais elle était restée debout après minuit à retoucher les photos de la séance de la veille avec Lance. Caleb, appela-t-elle. Pas de réponse. Elle se leva, enfila un peignoir et descendit. La cuisine était intacte. Pas de café, pas de vaisselle dans l'évier. Ses bottes de travail n'étaient plus près de la porte. Il était probablement parti tôt pour une inspection de chantier. Elle se dit qu'il le faisait parfois quand des coulées de béton étaient prévues. Elle se fit son propre café. Vérifia son téléphone. Pas de SMS de sa part. C'était inhabituel. Caleb envoyait toujours des SMS. Parti tôt, en retard, je t'aime. Des petits messages qu'elle avait cessé de lire il y a des mois. Elle ouvrit Instagram, fit défiler les commentaires sur son post de la veille au soir. Une de ses œuvres photographiques, un paysage urbain mélancolique qu'elle avait pris avec Lance dans le quartier des entrepôts. 300 j'aime déjà. Pas mal. Ce n'est qu'en montant chercher son appareil photo qu'elle le remarqua. Le placard. Son côté était vide. Pas en désordre, pas saccagé. Juste vide. Ses chemises suspendues, parties. Ses pantalons de travail, partis. L'étagère où il gardait ses bottes et ses vieilles casquettes de baseball, vide. Son cœur se mit à battre plus vite. Elle ouvrit brusquement les tiroirs de sa commode. Rien. Juste le bois nu et cette légère odeur des blocs de cèdre qu'il gardait toujours à l'intérieur. C'est quoi ce bordel, murmura-t-elle. Elle redescendit en courant, vérifia le garage. Sa boîte à outils était toujours là. Son établi aussi. Mais sa voiture, partie. Sa veste, partie. Elle appela son téléphone. Directement sur la messagerie vocale. Appela de nouveau. Même chose. Elle resta plantée au milieu du garage,
respirant difficilement, essayant de comprendre. Les gens ne partent pas comme ça. Pas de cette façon. Pas Caleb. Caleb était stable, fiable, prévisible à l'excès. Elle retourna à l'intérieur, commença à fouiller la maison systématiquement. Son bureau était vidé. Le classeur où il gardait les papiers importants, vide. Même le tiroir à fourre-tout de la cuisine avait été trié, comme si quelqu'un avait tout passé en revue et n'avait pris que ce dont il avait besoin. C'est là que la panique commença à s'installer. Elle attrapa son ordinateur portable, se connecta à leur compte bancaire joint. Le solde était toujours là, en totalité. Mais quand elle cliqua sur les détails du compte, son nom était le seul inscrit. Le nom de Caleb avait été retiré. Elle passa au compte hypothécaire. Même chose. Seul son nom. Titre de propriété des voitures, assurance, facture de service public. Tout avait été transféré à son nom. Tout. La maison, les véhicules, les comptes. Il lui avait tout donné et avait disparu. Ses mains tremblaient tandis qu'elle composait à nouveau son numéro. Messagerie vocale. Caleb, c'est quoi ce bordel, dit-elle, la voix montant. Où es-tu? Rappelle-moi maintenant. Elle raccrocha, fixa le téléphone. Puis elle appela Lance. Salut, ma belle, répondit-il, sa voix chaude et facile. Je te manque déjà? Lance, j'ai besoin que tu viennes, dit-elle, la voix tendue. Quelque chose ne va pas, Caleb est parti. Parti? Qu'est-ce que tu veux dire, parti? Je veux dire parti. Ses affaires, sa voiture, tout. Il est juste. Parti. Il y eut une pause à l'autre bout du fil. Tu es sérieuse? Oui, je suis sérieuse. Tu peux venir ou pas? J'arrive. Elle raccrocha, se dirigea vers la fenêtre de la cuisine, regarda l'allée vide, essaya de se souvenir de la dernière chose que Caleb lui avait dite. Elle n'y arrivait pas. Amber a signalé ma disparition au 3e jour. Non pas parce qu'elle s'inquiétait vraiment pour moi, mais parce que Lance le lui avait dit, ce matin-là, autour d'un café. Ça paraîtra mieux si les gens commencent à poser des questions, avait-il dit, assis sur notre canapé avec ma tasse préférée à la main. Tu appelles la police, tu déposes un signalement, tu fais tout ce qu'une épouse inquiète devrait faire. Ça couvre tes arrières. Elle avait hoché la tête, répétant déjà ce qu'elle dirait, les larmes qu'elle verserait, la confusion qu'elle feindrait. La police arriva cet après-midi-là. 2 officiers. Un plus âgé avec des cheveux grisonnants et des yeux fatigués. Un plus jeune qui n'arrêtait pas de jeter des coups d'œil à Amber comme s'il la reconnaissait de quelque part. Probablement Instagram. Elle avait 43 000 abonnés. Madame Mitchell, dit l'officier plus âgé en sortant un carnet. Quand avez-vous vu votre mari pour la dernière fois? Il y a 3 jours, dit Amber, sa voix soigneusement mesurée. Je suis allé me coucher vers minuit. Il dormait déjà. Quand je me suis réveillé le lendemain matin, il était juste parti. Tous ses vêtements, sa voiture, tout. Des disputes récentes, des problèmes financiers, quelque chose d'inhabituel dans son comportement. Non, mentit-elle avec aisance. Tout était complètement normal. Nous avons dîné ensemble 2 soirs avant, regardé un film. Il avait l'air bien. Je ne comprends pas ce qui s'est passé. Le jeune officier fit le tour de la maison, vérifiant les pièces, ouvrant les placards. Il revint en secouant la tête. Pas de signe de lutte ou d'effraction, madame. On dirait qu'il a fait un sac et qu'il est parti de son plein gré. Mais pourquoi ferait-il ça, demanda Amber, laissant sa voix se briser juste ce qu'il fallait. Nous étions heureux. Ça n'a aucun sens. L'officier plus âgé échangea un regard avec son partenaire. Ils avaient déjà vu ça. Trop de fois. Madame Mitchell, on voit ça parfois, dit-il doucement. Des hommes qui partent, tout simplement. Crise de la quarantaine, stress au travail, dépression. Ils se cachent. Parfois, ils reviennent après quelques jours. Parfois non. Mais sans preuve d'acte criminel, il n'y a pas grand-chose que nous puissions légalement faire. Mais vous n'allez pas le chercher? Sa panique devenait maintenant réelle. Nous allons enregistrer le signalement, vérifier les hôpitaux, passer ces informations dans nos bases de données. Mais madame, si un adulte veut disparaître et qu'il n'y a pas de crime impliqué,
nous ne pouvons pas le forcer à revenir. Ils partirent. Amber resta sur le seuil, regardant leur voiture de patrouille s'éloigner, sentant pour la première fois une peur authentique s'installer dans sa poitrine. La deuxième semaine, elle commença à publier sur les réseaux sociaux, avec précaution. D'abord, une photo en noir et blanc de notre jour de mariage avec la légende « Tu me manques plus que les mots ne peuvent le dire. S'il te plaît, rentre sain et sauf. » Personne avec les mains jointes cœur rouge, les commentaires affluèrent. « Oh mon Dieu, j'espère qu'il va bien. J'envoie des prières pour vous deux. Reste forte, ma belle. » Puis quelqu'un commença à fouiller. Un détective d'internet avec trop de temps libre trouva les photos qu'elle avait postées avec Lance au cours des 6 derniers mois. Les réunions clients, qui ressemblaient étrangement à des dîners romantiques, les collaborations créatives, dans des bars à vin, les posts sponsorisés où elle taguait Lance avec des petits cœurs et des blagues privées. Un commentaire fut particulièrement blessant, peut-être qu'il en a eu marre d'être ton décor pendant que tu jouais à la photographe avec ton petit jouet. Je dis ça, je dis rien. Amber le supprima immédiatement, mais d'autres arrivèrent plus vite qu'elle ne pouvait les enlever. Remarquez comme elle n'est pas vraiment triste sur ses photos. C'est de la comédie. Son mari disparaît et elle fait une séance photo sur le sujet. Toute cette histoire pue la mauvaise conscience. Elle désactiva les commentaires, rendit son compte privé, mais le mal était fait. Son nombre d'abonnés commença à chuter. 50 personnes par jour au début, puis des centaines. L'audience qu'elle avait mis 3 ans à construire s'évapora en 2 semaines. Les contrats avec les marques disparurent du jour au lendemain. L'entreprise de tapis de yoga envoya un email froid, nous avons décidé de prendre une autre direction. Son partenariat avec une marque de soins de la peau prit fin sans explication, juste un avis de résiliation. Les clients photographes commencèrent à annuler. Nous allons prendre quelqu'un d'autre. Problème de budget. Changement de plan. Lance cessa de venir aussi souvent. Cessa de répondre rapidement à ses appels. Quand elle le confronta finalement un soir dans sa cuisine, il leva à peine les yeux de son téléphone. « Chérie, c'est beaucoup, tout ça, dit-il nonchalamment. La situation du mari disparu, la police qui pose des questions, tout ce drame en ligne. Je n'ai pas signé pour un tel bordel. Tu as dit que tu m'aimais, rétorqua Amber, le désespoir perçant dans sa voix. J'ai dit que j'aimais passer du temps avec toi, corrigea Lance, la regardant enfin dans les yeux. Ils étaient froids, calculateurs. Il y a une différence. Et en ce moment, être associé à toi est mauvais pour mon image de marque. Elle le dévisagea. Alors c'est tout. Après tout ça. Je pense qu'on a besoin de prendre nos distances jusqu'à ce que ça se tasse, dit-il, se dirigeant déjà vers la porte. Tu comprends, n'est-ce pas? Il partit sans l'embrasser. Ne regarda même pas en arrière. Amber resta seule dans la maison qui semblait maintenant immense et étouffante. Le silence pesait sur ses oreilles comme une eau profonde. La 3e semaine, la solitude avait développé des dents. Elle se réveillait à 3 heures du matin, passant la main sur le lit par habitude, ne trouvant que des draps froids. Elle préparait du café pour 2, puis fixait la 2e tasse avant de la vider dans l'évier. Elle mettait la table pour le dîner et réalisait à mi-repas qu'elle était complètement seule. Un après-midi, désespérée de trouver quelque chose pour calmer la douleur, elle ouvrit le congélateur à la recherche de crème glacée. C'est là qu'elle vit le sac de petits pois surgelés. Celui du printemps dernier, quand elle s'était tordu la cheville et que je l'avais tenu contre le gonflement pendant qu'elle se plaignait de manquer une séance photo. Elle le sortit. Il semblait plus lourd qu'il n'aurait dû. Quelque chose n'allait pas. Confuse, elle déchira le sac au-dessus de l'évier. Mon alliance tomba et heurta le comptoir avec un son métallique qui résonna dans la cuisine silencieuse. Elle la ramassa avec des mains tremblantes, fixant l'anneau d'or comme si c'était une pièce à conviction d'une scène de crime. La gravure à l'intérieur était encore visible. L'éternité commence aujourd'hui. Il savait. Il avait tout su. Pour Lance, pour ses mensonges, pour tout. Et il était quand même parti en silence. Avait laissé l'alliance comme une déclaration finale. Lui avait tout laissé, sauf lui-même. Les larmes vinrent alors, des vraies pour la première fois. Des sanglots laids et étouffés qui résonnèrent dans les pièces vides et furent avalés par le silence. Mais j'étais déjà à 3 états de là, en train de construire quelque chose de nouveau. Et je n'entendis pas une seule larme tomber. J'ai atterri dans le Montana,
dans le comté de Flathead pour être précis, un endroit si éloigné de la vie que j'avais laissé derrière moi qu'il aurait pu être sur une autre planète. Le projet de refuge pour vétérans avait été le rêve de mon père bien avant de devenir le mien. Il en parlait constamment dans les mois qui ont précédé sa mort. Cette vision de construire un endroit où les gars qui avaient servi leur pays puis étaient passés à travers les mailles du filet pourraient se remettre sur pied avec dignité et un but. Il avait créé un fonds pour cela pendant 5 ans. Économiser $20 000 de sa pension, dollar par dollar. Il m'avait tout légué dans son testament avec une simple requête écrite de sa main tremblante, « Finis ce que j'ai commencé, mon fils. Donne-leur la seconde chance que j'aurais aimé pouvoir donner à plus de mes frères. » J'étais resté assis sur cet argent pendant 3 ans, trop enfoui dans mon mariage confortable et ma routine sécurisante pour en faire quoi que ce soit de significatif. Trop à l'aise dans mon rôle de meuble pour construire quelque chose qui comptait vraiment. Maintenant, debout devant une structure à moitié construite, avec des piles de bois et l'odeur de sueur fraîche épaisse dans l'air de la montagne, je comprenais enfin ce qu'il avait essayé de me dire depuis tout ce temps. Le chef de chantier était un type nommé Hank Ralston, la soixantaine, la peau burinée et des yeux perçants qui ne manquaient rien. Ancien rangé de l'armée avec un boitement prononcé à cause d'un engin explosif improvisé à Kandahar qui avait tué 3 membres de son escouade et lui avait laissé une tige de titane dans la jambe gauche. Il me toisa quand je suis arrivé un mardi matin, ma voiture couverte de poussière de la route et remplie de tout ce que je possédais. « Vous êtes perdu ?» demanda Hank, sans méchanceté. « Non, monsieur, dis-je, le regardant droit dans les yeux. Je cherche le projet de refuge. J'ai entendu dire que vous aviez peut-être besoin d'aide pour le construire. Vous savez manier un marteau? Je suis ingénieur en structure, dis-je. Je sais lire des plans et m'assurer que les choses ne s'effondrent pas. Je peux apprendre le reste assez vite. Hank m'étudia un long moment. Ses yeux qui en avaient trop vu prenaient ma pleine mesure. Puis il hocha la tête une fois. Ça suffira. Vous avez un endroit où loger? Pas encore. Il y a une caravane à l'arrière. Pas utilisée depuis 1 an. Elle a besoin d'un bon nettoyage et sent probablement la souris, mais elle a le chauffage et l'eau courante. Si vous nous aidez à construire ce truc, vous pouvez y rester sans loyer. On reçoit des livraisons de repas quand le food truck passe 2 fois par jour. Ça vous va? Je lui serrai la main. Sa poigne était de fer malgré son âge. Ça me va parfaitement. Cette première semaine fut brutale d'une manière que je n'avais pas anticipée. Mon corps n'était plus du tout habitué au travail physique. J'avais passé 17 ans derrière un bureau à calculer des charges et à examiner des plans. Soulever de lourdes poutres, transporter des plaques de plâtre, creuser des trous de poteaux dans le sol à moitié gelé du Montana était une toute autre affaire. Mes mains étaient couvertes d'ampoules à la fin du 2e jour. Mon dos hurlait de protestation au 3e. Je m'effondrais dans cette caravane moisie chaque soir, trop épuisé pour penser, trop fourbu pour rêver, et je me réveillais avant l'aube pour tout recommencer. Mais c'était un travail honnête. Un vrai travail. Le genre de travail où l'on pouvait voir des progrès tangibles à la fin de chaque journée. Un mur qui n'existait pas le matin. Une poutre de toit solidement fixée contre le vent. Une fondation coulée, de niveau et droite. Les autres bénévoles formaient une équipe hétéroclite. Des vétérans pour la plupart, des gars qui avaient été exactement là où ces futurs résidents se dirigeaient. Des gars qui comprenaient intimement ce que signifiait tout perdre et avoir désespérément besoin que quelqu'un leur tende une main pour les aider à se relever, plutôt qu'une main pour leur faire l'aumône. L'un d'eux était un homme nommé Gus Merrick, un ancien marine à l'intensité tranquille qui commandait le respect sans le demander. Delta Force avança, bien qu'il ne parlât pas de ces années-là et que son dossier de service soit en grande partie expurgé. Il était revenu de 3 missions. N'avait pas réussi à s'adapter à la vie civile. Avait passé 5 ans à dériver entre les hôpitaux pour anciens combattants et les refuges avant qu'un programme en Oregon ne lui redonne une structure et un but. Maintenant, il rendait l'appareil, un coup de marteau à la fois. Gus s'assit à côté de moi pendant la pause déjeuner à la fin de ma 2e semaine, me tendant un sandwich emballé dans du papier. « Tu fuis quelque chose ?» dit-il. Ce n'était pas une question, mais une affirmation plate d'un fait observé. Je ne répondis pas tout de suite. Je déballai simplement le sandwich et pris une bouchée. D'un des Suisses. Simple et bon. C'est pas grave, continua Gus, s'installant sur la pile de bois comme si nous nous connaissions depuis des années. La moitié des gars ici fuient quelque chose. Mauvais mariage,
mauvaise décision, mauvais souvenirs qui ne veulent pas lâcher prise. L'astuce. Ce n'est pas d'arrêter de courir. C'est de savoir si tu fuis quelque chose ou si tu cours vers quelque chose. Il y a une vraie différence entre les deux. Quelle est la différence? Demandai-je doucement. Gus regarda les montagnes qui s'étendaient à l'infini dans toutes les directions, le squelette du bâtiment qui s'élevait contre le grand ciel. Fuir, c'est regarder par-dessus ton épaule chaque jour. C'est laisser ce que tu as laissé derrière toi définir ta destination. Courir vers quelque chose. C'est construire quelque chose de nouveau avec un vrai but. C'est créer au lieu de simplement s'échapper. Tu construis quelque chose de nouveau ici, Caleb. Je m'arrêtai, posai délicatement le sandwich, regardai la structure qui s'élevait autour de nous, les murs qui abriteraient bientôt des gens qui en avaient désespérément besoin. Oui, dis-je, et je le pensais. Je crois que oui. Gus hocha lentement la tête, satisfait. Bien. Parce que le monde a déjà assez d'hommes brisés qui errent, perdus. Ce dont il a vraiment besoin, ce sont des hommes qui savent comment reconstruire. Comment prendre ce qui est en morceaux et le rendre à nouveau fort. Ce soir-là, je m'assis sur les marches de la caravane, regardant le soleil se coucher sur les montagnes en traînées orange et violet foncé. Mon téléphone, le prépayé que j'avais acheté dans une station-service en Idaho, était posé à côté de moi. Il contenait exactement 3 contacts, Robert Carvey, l'avocat, les services d'urgence. C'était tout. Pas de messages, pas d'appels manqués, pas de compte de réseaux sociaux, aucune connexion avec la vie dont je m'étais méthodiquement effacé. Juste le silence. Un silence propre, clair, honnête, qui n'exigeait rien de moi si ce n'est ma présence. Et pour la première fois depuis plus d'années que je ne pouvais en compter, j'ai eu l'impression de pouvoir enfin respirer profondément. Comme si mes poumons recevaient enfin l'oxygène dont ils avaient été privés. Les montagnes ne se souciaient pas de qui j'étais avant. Le travail ne jugeait pas mon passé. Les hommes ici ne posaient pas de questions dont ils n'avaient pas besoin de réponses. J'étais juste Caleb, un gars avec un marteau et un but, et c'était suffisant. 3 ans passèrent comme de l'eau entre les doigts. 3 ans de sueur et de sueur, de murs érigés et de toits sécurisés, d'hommes retrouvant leur équilibre dans un monde qui les avait oubliés. J'ai changé d'une manière qu'Amber ne reconnaîtrait pas. Mes mains sont maintenant calleuses, marquées par un travail honnête. Mes épaules sont plus larges à force de soulever des poutres, mon visage plus maigre, buriné par le vent et le soleil du Montana. J'avais laissé pousser une barbe, taillé mes présentes, et laissé le gris s'installer sur mes tempes sans lutter. Le refuge était maintenant terminé, opérationnel. 24 lits occupés par des vétérans qui avaient leur seconde chance, exactement comme mon père l'avait rêvé. J'étais resté en tant que directeur adjoint, aidant à coordonner les fournitures et l'entretien. Ce n'était pas un travail prestigieux, mais il avait du sens. Chaque matin, je me réveillais en sachant que je faisais partie de quelque chose de plus grand que moi. Un mardi après-midi, un photographe est arrivé, un jeune homme avec un équipement coûteux, disant qu'il travaillait pour un magazine régional de plein air qui faisait un reportage sur les projets de reconstruction communautaire à travers le Montana. « Ça vous dérange si je prends quelques photos de l'équipe au travail ?» demanda-t-il à Hank. Hank haussa les épaules. « Tant que vous ne gênez pas. » Je transportais du bois de récupération avec un autre bénévole quand le photographe a commencé à prendre des clichés. Je n'y ai pas prêté attention, j'ai juste continué à travailler, concentré sur ma tâche. 2 mois plus tard, Gus s'est approché de moi pendant le déjeuner, un magazine à la main. « Tu as vu ça ?» demanda-t-il en l'ouvrant à une page marquée. J'étais là, en plein effort, une poutre sur l'épaule, plissant les yeux contre le soleil. La photo était spontanée, non posée, réelle. La légende disait, des bénévoles transportent du bois de récupération lors de la rénovation du refuge pour vétérans du comté de Flathead. Pas de nom, pas d'identification. Juste un homme faisant un travail honnête. Ça rend bien, dis-je en lui rendant le magazine. Gus m'étudia. Tu as peur que quelqu'un te reconnaisse. Non, dis-je, et je le pensais. L'homme sur cette photo n'est pas le même que celui qui est parti. Qu'ils cherchent. Ils ne trouveront pas celui qu'ils recherchent. Ce que je ne savais pas, c'est qu'à 3 états de là, dans une librairie de Boulder, au Colorado, Amber était sur le point de feuilleter exactement le même magazine en attendant la fin d'une averse. Pendant ce temps, dans la maison qui avait été la nôtre, Amber avait reconstruit une version de sa vie. Pas celle qu'elle avait voulu,
mais celle qu'elle avait méritée par ses choix. Les abonnés ne sont jamais revenus. Les contrats avec les marques sont restés partis. Elle avait dû prendre un travail normal dans un studio photo, retouchant les clichés des autres pour 12 $ de l'heure. La maison était trop grande, trop chère, trop pleine de fantômes. Elle a essayé de sortir avec des hommes. Lance avait déménagé en Californie sans un regard en arrière. D'autres hommes étaient venus et repartis, mais aucun n'était resté. Ils sentaient tous en elle quelque chose de brisé qu'elle ne parvenait pas tout à fait à cacher. Ce mardi-là, elle s'était réfugiée dans une librairie pour échapper à la pluie. Elle avait erré jusqu'au rayon des magazines par habitude. Avait pris une publication de plein air qu'elle n'aurait jamais lue normalement. Avait feuilleté des pages de chalets en pleine nature et de sentiers de randonnée. Elle était sur le point de le reposer quand elle vit la photo. 3e page, une double page montrant des bénévoles sur un projet de refuge. Son souffle se coupa. L'homme sur la photo avait une barbe, des tempes grisonnantes, des vêtements différents, une posture différente. Mais elle connaissait ses yeux, connaissait la façon dont il tenait ses épaules, elle le reconnaissait jusqu'au plus profond de son être. Caleb. Le magazine lui glissa des doigts, les pages s'éparpillant sur le carrelage. Un vendeur lui demanda si tout allait bien. Elle ne répondit pas, se contentant de fixer la photo comme si elle pouvait se dissoudre si elle détournait le regard. Il était vivant. Pas seulement vivant, mais bien. En train de construire quelque chose, de contribuer. La photo montrait de la force, un but, la paix. Tout ce qu'elle ne lui avait jamais donné l'espace d'être. Elle ramassa les pages avec des mains tremblantes, acheta le magazine, rentra chez elle en silence. Cette nuit-là, elle s'assit à la table de la cuisine sous une lumière crue, étudiant chaque détail de la photographie. L'arrière-plan montrait des montagnes. La légende mentionnait le comté de Flathead, Montana. Il était parti dans le Montana. Pour la première fois en 3 ans, Amber prit une décision qui ne concernait pas l'autopréservation ou la gestion d'images. Elle allait le trouver. Pas pour le ramener, pas pour s'excuser ou bien qu'elle lui doive cela et bien plus encore mais pour voir de ses propres yeux ce qu'il était devenu sans son poids pour le tirer vers le bas. Elle réserva un vol pour le vendredi. Amber arriva dans le comté de Flathead un vendredi après-midi, loua une voiture à l'aéroport et conduisit sur des routes de montagne qu'elle n'avait jamais vues, suivant les indications vers le refuge pour vétérans mentionné dans l'article. Elle avait répété ce qu'elle dirait une centaine de fois dans l'avion. Des excuses, des explications, des justifications pour sa venue. Aucune ne sonnait juste dans sa tête. Le refuge se trouvait au bout d'un chemin de gravier, entouré de pins et de montagnes. Il était plus grand qu'elle ne l'avait imaginé, bien construit, solide, le genre de structure qui témoignait de soin et de précision dans chaque poutre et chaque clou. Elle se gara de l'autre côté de la route et attendit. Elle observa les bénévoles aller et venir, vit des hommes travailler sur une extension du bâtiment principal. Ses mains agrippaient si fort le volant que ses articulations blanchirent. Puis elle le vit. Caleb sortit du bâtiment principal, portant une poutre sur son épaule comme si elle ne pesait rien. Il avait tellement changé que c'en était presque douloureux à regarder. La barbe était nouvelle, striée d'argent. Ses épaules étaient plus larges. Ses bras musclés par le travail. Il se déplaçait avec une assurance qu'elle ne lui avait jamais vue auparavant, comme s'il s'était enfin trouvé. Il portait des bottes de travail et une chemise en flanelle, un jean délavé avec de la vraie terre dessus. Pas les vêtements soigneusement repassés qu'il portait au bureau, pas l'homme qui mesurait sa vie en feuilles de calcul et en calcul structurel. C'était quelqu'un de nouveau, quelqu'un d'entier. Les mains d'Amber tremblaient en ouvrant la portière. Elle avait attendu 3 heures, mais maintenant que le moment était là, son courage faillit l'abandonner. Elle posa le pied sur le gravier. Le son de ses bottes sur la pierre semblait incroyablement fort. Caleb leva les yeux, la vit. Pendant un long moment, aucun d'eux ne bougea, restant là, séparés par 15 mètres de terre du Montana. 3 ans de silence pesaient entre eux comme de la fumée. Puis Caleb posa délicatement la poutre, s'essuya les mains sur son jean et marcha vers elle. Pas vite, pas lentement. Juste d'un pas régulier, comme il l'avait toujours été, sauf que maintenant cette constance venait de la force plutôt que de l'habitude. Il s'arrêta à environ 3 mètres. Assez près pour parler. Assez loin pour maintenir une distance. Amber, dit-il. Sa voix aussi était différente. Plus profonde, plus calme, comme s'il avait trouvé quelque chose de solide en son centre.
Caleb. Sa voix sortit à peine plus fort qu'un murmure. J'ai vu ta photo dans un magazine. Il fallait que J'avais besoin de voir si c'était vraiment toi. C'est moi, dit-il simplement. Elle le regarda vraiment, et vit ce que la photo n'avait fait qu'insinuer. Cet homme n'avait pas besoin d'elle. N'avait besoin de rien d'elle. Il avait bâti une vie sans elle, et cette vie lui allait mieux que leur mariage ne l'avait jamais fait. Je suis désolée, dit-elle, les mots se bousculant. Pour tout. Pour Lance. Pour t'avoir traité comme si tu ne comptais pas. Pour ne pas avoir vu ce que j'avais jusqu'à ce que ce soit parti. Caleb resta silencieux un moment. Pas en colère, pas blessé. Juste pensif. J'apprécie que tu dises ça, dit-il finalement. Vraiment. Mais, Amber, je ne suis pas venu ici pour attendre tes excuses. Je suis venu ici pour construire quelque chose qui a du sens. Et je l'ai fait. Je sais, dit-elle, les larmes commençant à couler. Je le vois. Tu as l'air heureux. Vrai. Comme si tu avais enfin trouvé ta place. Je l'ai trouvé, confirma Caleb. Il a fallu que je perde tout pour comprendre ce qui comptait vraiment. Il s'avère que ce n'était ni la maison, ni le travail, ni le mariage. C'était le but, la dignité, construire quelque chose de mes propres mains qui aide les gens. Amber essuya ses yeux. Est-ce que tu me détestes? Caleb réfléchit à cela. Il réfléchit vraiment. Non, dit-il honnêtement. Je ne te déteste pas. Te détester signifierait que tu as encore du pouvoir sur ma vie. Ce n'est pas le cas. Tu n'es plus que quelqu'un que j'ai connu. Quelqu'un qui m'a appris ce que je ne voulais pas être. Cela fit plus mal que la colère ne l'aurait fait. Pire que des cris ou des accusations. L'absence totale d'émotion. La finalité de la chose. Y a-t-il une chance, commença TL. Non, dit Caleb, sans méchanceté mais fermement. Il n'y a aucune chance. Cette version de moi est morte il y a 3 ans. L'homme qui se tient ici maintenant ne correspond pas à ton monde. Et franchement, je n'en ai pas envie. J'aime ma vie. J'aime qui je suis. Je ne redeviendrai pas un meuble. Amber hocha la tête, acceptant ce qu'elle savait au fond d'elle être vrai. Que dois-je faire? Rentre chez toi, Caleb, dit-il. Construis quelque chose de vrai. Arrête de jouer la comédie pour les appareils photo et vis vraiment. Trouve quelqu'un qui te voit, toi, pas ton nombre d'abonnés. Sois meilleur que tu ne l'étais. Il se tourna pour partir, puis s'arrêta et se retourna une dernière fois. J'espère que tu trouveras ce que tu cherches, Amber. Vraiment. Comprends juste que ce n'est pas ici. Ça n'a jamais été ici. Puis il retourna à son travail, ramassa la poutre et disparut dans le bâtiment. Amber resta seule sur la route de gravier, regardant le refuge qui était devenu sa maison, et comprit enfin ce qu'elle avait jeté. Elle monta dans sa voiture et retourna à l'aéroport, réserva le prochain vol pour chez elle. Et quelque part au-dessus du Colorado, en regardant les nuages et le ciel, elle prit une décision. Elle allait supprimer son compte Instagram, trouver un vrai travail, cesser de courir après la validation des étrangers. Peut-être, juste peut-être, apprendre à se voir comme quelque chose de plus qu'un contenu. C'était trop tard pour elle et Caleb. Cette histoire était terminée. Mais sa propre histoire, sa vraie histoire, pourrait bien être sur le point de commencer. 8 mois après la visite d'Amber, j'ai rencontré Sarah Crawford lors d'une séance d'orientation pour les bénévoles du refuge. Elle représentait une organisation locale à but non lucratif qui offrait une formation professionnelle aux vétérans en transition vers la vie civile. Elle avait des yeux bienveillants et une force tranquille qui me rappelait les montagnes. Pas de faux semblants, pas de performance, juste une présence authentique. Nous avons commencé à discuter autour d'un café pendant une pause. Elle m'a parlé de son défunt mari, un pompier mort en intervenant sur un incendie de forêt 4 ans plus tôt, d'élever seul leurs 2 enfants, de trouver un but en aidant les autres, même en portant son propre deuil. Tu ne parles pas beaucoup de ton passé, observa TL lors de notre 3e café, qui avait cessé de concerner le travail pour devenir tout autre chose. Il n'y a pas grand-chose qui vaille la peine d'en parler, dis-je. Cette personne n'existe plus. Elle hocha la tête comme si elle comprenait parfaitement. Je comprends ça. Parfois, il faut réduire en cendres l'ancienne version pour faire de la place à celui que l'on est censé être.
Nous avons pris notre temps. Pas de précipitation, pas de grandes déclarations. Juste deux personnes qui avaient traversé le feu, apprenant à faire de nouveau confiance à la chaleur. Ces enfants, Emma et Jacques, étaient méfiants au début, me testant, voyant si j'étais réel ou juste une autre personne qui partirait. Je n'ai pas insisté, je me suis juste montré présent. J'ai aidé aux devoirs, réparé l'évier qui fuyait dans leur cuisine, appris à Jacques comment changer un pneu, écouté Emma parler de ses projets artistiques. 6 mois plus tard, Emma m'a demandé directement « Est-ce que tu vas épouser notre maman ?» J'ai regardé Sarah, qui observait depuis l'embrasure de la porte de la cuisine avec une expression que je ne pouvais pas tout à fait déchiffrer. « Je ne sais pas », ai-je dit à Emma, honnêtement. « Mais je sais que je ne vais nulle part. Que ta mère veuille m'épouser ou non, je reste. Tu peux compter là-dessus. » Sarah a souri. C'est à ce moment-là que j'ai su. Nous nous sommes mariés un samedi matin d'octobre, au refuge que mon père avait rêvé de construire. Une petite cérémonie. En cas officier. Gus était mon témoin. Emma et Jacques se tenaient aux côtés de leur mère, tous deux souriant jusqu'aux oreilles. Pas de photographe. Pas de réseaux sociaux. Pas de performance pour un public qui n'avait pas d'importance. Juste nous. Juste du vrai. Après la cérémonie, nous avons tous travaillé ensemble sur la nouvelle extension. Même Emma et Jacques ont aidé à peindre, en mettant plus sur eux-mêmes que sur les murs, mais en riant tout le temps. Ce soir-là, assis sur notre porche avec Sarah à mes côtés, sa main dans la mienne, j'ai pensé à l'homme que j'étais. Celui qui avait accepté d'être invisible, qui avait cru que la stabilité signifiait disparaître dans le décor. « À quoi tu penses ?» demanda doucement Sarah. « Juste que parfois, perdre tout est le seul moyen de trouver ce qui compte vraiment, dis-je. » Elle serra ma main. « Je suis contente que tu l'aies trouvé. » Moi aussi. Quelque part à 3 états de là, Amber avait supprimé ses comptes de réseaux sociaux et avait commencé à travailler comme photographe scolaire. Pas prestigieux, pas viral, mais un travail honnête qui faisait sourire les enfants. Elle avait envoyé une carte quand elle avait appris mon mariage par des connaissances communes qui vivaient encore dans notre ancienne ville. Juste 3 mots à l'intérieur, « Je suis heureuse pour toi. » Je la croyais. J'espérais qu'elle trouverait sa propre version de cette paix. Mais c'était son chemin, désormais. Le mien était ici, à ce moment, avec cette femme et ses enfants, et cette vie que j'avais construite de mes propres mains meurtries. Le passé était parti. L'avenir était incertain. Mais à cet instant précis, j'étais exactement là où je devais être. 4 ans après avoir disparu de la vie d'Amber, je me tenais dans le jardin de la maison que Sarah et moi avions achetée ensemble. Regardant Emma répéter son discours d'admission à l'université tandis que Jacques lançait une balle de baseball contre la clôture du fond avec un rythme que seul un adolescent de 15 ans pouvait maintenir. La maison n'était pas grande, 140 mètres carrés en périphérie de la ville avec vue sur les montagnes, mais elle était à nous. Chaque clou, chaque coup de pinceau, chaque souvenir se construisant entre ses murs. Sarah sortit sur le porche, portant 2 verres de limonade, les cheveux attachés, vêtue d'une de mes vieilles chemises en flanelle par-dessus son jean. Elle me tendit un verre et s'appuya contre la balustrade à côté de moi. « Emma est nerveuse pour son entretien, dit-elle doucement. Elle s'en sortira très bien, l'assurai-je. Elle a ta force. Et ta constance, ajouta Sarah en me serrant le bras. Le refuge s'était encore agrandi. Les 24 lits étaient devenus 40. Nous avions ajouté un centre de formation professionnelle, une clinique de santé mentale et un atelier de menuiserie où les vétérans pouvaient apprendre un métier tout en reconstruisant leur vie. Les $20 000 de mon père s'étaient transformés en quelque chose qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Hank avait pris sa retraite l'année dernière, me passant le poste de directeur. J'avais été terrifié au début, mais Gus m'avait rappelé quelque chose d'important. « Tu sais déjà comment diriger ?» avait-il dit. « Tu le fais par l'exemple depuis 4 ans. Maintenant, tu as juste le titre qui va avec. » Le mois dernier, nous avons commencé les travaux d'un projet que je planifiais depuis 2 ans, un immeuble résidentiel pour les vétérans âgés qui nécessitait plus de soins que le refuge ne pouvait en fournir. Ces unités avec du personnel médical à temps plein et des espaces communs conçus pour la dignité et la communauté. Nous allions le nommer d'après mon père, le centre de soins pour vétérans Daniel Mitchell. Mon téléphone a vibré. Un SMS de Robert Carvey, mon avocat, celui qui m'avait aidé à disparaître toutes ces années auparavant. J'ai entendu parler du nouveau centre.
Ton père serait fier. Bon sang, je suis fier. Tu as construit quelque chose qui compte, Caleb. J'ai souri et rangé le téléphone. Bonne nouvelle, demanda Sarah. Juste quelqu'un qui me rappelle le chemin parcouru, dis-je. Ce soir-là, après le dîner, Emma m'a pris à part. Je peux te poser une question personnelle. Toujours. Est-ce que tu le regrettes, parfois? D'avoir quitté ton ancienne vie comme tu l'as fait? J'y ai réfléchi. Y ai vraiment réfléchi. J'ai pensé à l'homme que j'étais. Le mari invisible. Le meuble qu'Amber avait cessé de voir. Non, dis-je honnêtement. Pas une seconde. Cette vie me tuait à petit feu. Partir m'a sauvé. M'a mené ici. À ta mère. À toi et Jacques. À un travail qui a vraiment du sens. Je le referai exactement de la même manière. Emma hocha la tête, satisfaite. Bien. Parce que nous sommes vraiment contents que tu sois resté. Elle me serra rapidement dans ses bras, puis retourna à ses devoirs. Plus tard dans la nuit, allongé dans le lit avec la tête de Sarah sur ma poitrine, je fixais le plafond et pensais au voyage qui m'avait mené ici. Quelque part là-bas, Amber construisait sa propre version de la rédemption. J'avais entendu dire par d'anciens contacts qu'elle sortait avec quelqu'un, un enseignant, un homme tranquille qui la faisait rire. J'espérais que c'était vrai cette fois. J'espérais qu'elle avait appris ce que j'avais dû apprendre à la dure, qu'être vu ne consiste pas à être parfait ou à jouer un rôle. Il s'agit d'être authentique, de se montrer tel que l'on est et de croire que c'est suffisant. Tu penses trop fort, murmura Sarah, endormie. Désolé, dis-je en l'embrassant sur le front. De quoi? Juste reconnaissant, dis-je. Pour les secondes chances, pour avoir trouvé un vrai but. Pour toi. Elle sourit contre ma poitrine. Nous sommes les chanceux. Elle avait raison. J'avais tout quitté pour me trouver, maison, mariage, carrière, identité. Et en perdant tout cela, j'avais trouvé quelque chose d'infiniment plus précieux. Je m'étais trouvé moi-même. Les montagnes derrière notre fenêtre se dressaient, silencieuses et fortes, comme chaque nuit depuis 4 ans. Témoin constant et immuable de l'homme que j'étais devenu. Demain, je me lèverai tôt, j'aiderai Jacques avec ses devoirs de maths avant l'école, j'embrasserai Sarah avant de partir pour le refuge, je passerai une journée à construire quelque chose qui comptait aux côtés d'hommes qui comprenaient la valeur des secondes chances. C'était ma vie maintenant. Pas parfaite, pas prestigieuse, pas le genre de vie qui génère des j'aime, des abonnés ou des moments viraux. Mais elle était réelle. Elle était mienne. Elle était bâtie sur des fondations de dignité, de but et de travail honnête. Et c'était plus que suffisant. C'était tout.